Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Oui, le PSG est champion d'Europe depuis un mois et notre bonheur est infini. Rien, plus rien, ne sera jamais comme avant. Depuis un mois, le peuple rouge et bleu est plongé dans une joie immense, unique. C'est toute la capitale et tout le public du parc qui est au paradis, comme l'indique la une de l'équipe du 1er juin 2025. Oui, c'est la victoire de tout un peuple, mais permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour certains supporters. Oui, je pense d'abord aux plus anciens, ceux qui se rendent au parc depuis les années 1970, où l'antre de Roger Taillibert était encore trois quarts vide, où les sièges du haut étaient encore jaunes, où le PSG jouait à l'extérieur quand il recevait Saint-Étienne, Nantes ou encore Bordeaux. Ces supporters ont tout connu, la Coupe de France 1982, le titre de 86, la tête de Camboiré, la Coupe des Coupes et le coup de canon de Bruno N'Goti, les joies, la peur, les drames, les désillusions, les fiertés et enfin le bonheur ultime. Deux d'entre eux sont avec moi aujourd'hui. Ils sont en quelque sorte des parrains de cette émission. Je les connais bien, ils sont des amis. Vous les connaissez sans doute sur la chaîne de Paris United. Messieurs, bonjour. Salut Eric Trissy, comment tu vas? Bonjour Clément, ça va super bien. Ça va super bien. Ouais, j'ai des étoiles plein les yeux. Et effectivement. Eric Bidot, alias Giscard, est aussi avec nous. Salut Eric. Ça va super bien, toujours sur mon nuage, je descends pas et je veux pas descendre. Je t'ai même pas demandé si ça allait, tu me dis que ça va bien. Ouais, c'est trop. C'est super. Bon, les amis, on va évidemment revenir sur cette finale, sur cette victoire en Ligue des Champions, cet aboutissement pour nous tous, en particulier pour vous, comme je l'ai dit dans l'introduction. Vous êtes déjà, avant de commencer, des abonnés historiques au sens propre du terme, hein, parce que vous êtes qualifiés d'abonnés historiques par le club. D'ailleurs, il y a un épisode de conversation qui vous est consacré sur la chaîne YouTube de Paris United. Est-ce que vous pouvez, Eric, me rappeler un peu en quoi ça consiste, vous êtes combien, etc. Alors, le club a recensé à peu près 80 abonnés historiques, donc plus de 40 ans d'abonnement et donc d'ancienneté. On a été conviés à une cérémonie, une présentation au campus le 22 mars dernier, avec des anciens joueurs, parce que beaucoup de joueurs étaient en sélection. Et on s'est retrouvé donc avec Eric puis d'autres abonnés historiques au campus, très très bien reçus dans une journée complètement ouverte où on n'avait pas de contrainte de temps. On a pu parler avec les joueurs, on a pu parler avec le staff, la direction du PSG, et c'était une reconnaissance attendue inconsciemment dans nos esprits. On attendait vraiment, mais qui est enfin arrivée, et je pense que le club est en train de réviser un petit peu son histoire. Eric, pour toi, je vais t'appeler Giscard parce que j'ai deux Eric. Évidemment, tout le monde sait pourquoi on t'appelle Giscard, on ne va pas refaire l'histoire. Pour toi qui suis le PSG depuis toujours, je pense que c'est un honneur aussi d'être qualifié d'abonné historique. C'est vrai qu'on a souvent critiqué le PSG pour ne pas rendre hommage aux anciens. Là, ils sont quand même sacrément depuis 2-3 ans en train de rectifier le tir. Quand on avait reçu le mail au départ, j'ai dit bon, il fallait répondre, prouver qu'on était abonné depuis tant d'années avec les anciennes cartes d'abonnés par téléphone avec les photos. Et puis après, 1, 2, 3, 4 mois, il ne se passait rien. J'ai dit, bon, ils ont fait un sondage, puis bon. Puis après, on reçoit une invitation pour le campus. Après, on a des privilèges pour les Coupes d'Europe et les matchs à l'extérieur du PSG. On a une priorité avant les. Les déplacements sont assurés. Ouais, donc on est sûr d'avoir notre place, donc on peut déjà prévoir les voyages, hôtel, avion, train, sans savoir si on va avoir notre place. Donc, le fait qu'ils pensent à nous, franchement, ça fait du bien, quoi. Effectivement. Et vous êtes tous les deux abonnés ou fidèles du Parc des Princes depuis les années 70. Bon, on est là pour parler de cette finale. C'est Héros qui nous ont rendus fiers avec ce livre héroïque que j'ai eu la chance de coécrire. C'est le livre officiel du Paris Saint-Germain, voilà, qui recense un peu cette épopée européenne, qui présente ses héros. Je vais vous demander de me raconter un peu votre soirée. Giscard, je vais commencer par toi parce que tu étais à Munich, évidemment. Tu as fait toute l'épopée européenne en déplacement, comme d'habitude. Raconte-moi un peu cette soirée. Comment tu as vécu ce match? Comment tu as vécu cette journée? Comment tu as vécu l'après? Ça devait être complètement fou pour quelqu'un de passionné comme toi. Ah ouais, c'était fou. Et puis ça avait commencé pour avoir les places sur Internet. Ça allait galérer. On était en vague 1. Donc on était sûr d'avoir nos places. Et puis on a eu le privilège d'en avoir 2 en tant qu'ancien abonné. Donc j'en ai pris une à mon fils. Et je lui ai pas dit tout de suite. Et c'est 2-3 jours avant. Je lui ai dit, bon, rien à faire ce week-end. Non, en voiture avec moi. Donc on avait fait une voiture avec père-fils et père-fils. C'est-à-dire un pote avec son fils et nous. Et on est parti le vendredi matin. On est arrivé début d'après-midi à Strasbourg. On a passé toute l'après-midi là-bas. Je n'ai jamais vu autant de maillots de PSG à Strasbourg que ce jour-là. Parce que c'était moins cher de dormir. Vous allez à Colmar, Strasbourg, dans les environs. Et à Munich, c'était 600 balles les nuits d'hôtel. C'était intéressant. Puis le lendemain, on est reparti à 6 heures. Pareil à la fan zone. On est resté 5 heures à la fan zone. Après, on était au stade. Puis après, c'était champagne.
la folie, quoi, le match, l'ambiance, le scénario. Je m'étais fait tous les scénarios dans la tête, la défaite, la victoire, les pénaltys, les prolongations, ça. Mais 5-0, et aussi facilement et aussi rapidement, au bout de 20 minutes, il y a 2-0. C'est merveilleux, quoi. Je suis allé déjà dans les tribunes à 2-0. Mais nous, les anciens, on attendait parce que 2-0, on a vécu tellement de choses. Mais à 3-4-0 après. On a le sentiment que c'est le 4-0 qui a fait basculer. Même Ouais, à 3-0, il y avait encore un petit doute, mais le but de Guevara, d'ailleurs, on le voit sur le banc de touche. Ouais. Sur le banc de touche, ça explose parce que je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus de suspense. Je sais pas vous, toi, comment tu l'as vécu au stade, mais c'est ça. Au niveau de l'ambiance, je me suis refait le match il y a quelques jours. On entend que les Parisiens, en fait. Ouais. Alors, il y a le scénario du match, évidemment, mais on a senti une atmosphère particulière dès le début. Ah, mais depuis le début, 1 heure avant, à l'échauffement, déjà, ça chantait pendant 1h30, comme si le match avait commencé. Mais c'était puissant, c'est-à-dire c'était tout le virage, tous les Parisiens, que ce soit les mecs d'en bas, du milieu ou d'en haut, les trois étaient en communion et ça chantait super bien. Côté Inter, dans la vente des places, avec les groupes de supporters, alors, on ne va pas minimiser l'ambiance parisienne qui est comme la meilleure d'Europe, il ne faut pas se leurrer maintenant, c'est clair et net. Mais il y avait eu un petit problème au niveau de l'Inter. Les groupes de supporters les plus actifs apparemment n'ont pas pu avoir de place. Et donc du coup, c'était un petit peu désordonné et pas coordonné. Alors après, dès que Paris a commencé à marquer, c'était terminé pour eux. Je pense qu'en termes d'ambiance, c'est... La tribune commençait à se vider, puis à 4-0, ça y est, les mecs commençaient à se barrer. Est-ce que tu as été ému pendant le match? Est-ce que tu as versé ta petite larme? Il y a beaucoup de supporters que moi j'en connais qui ont pleuré sur chaque but ou à la fin du match. Toi, comment tu as vécu la chose? Au premier, j'ai eu un peu l'arme à l'œil, mais ça a été encore. Je me suis dit, va pleure pas tout de suite. C'est trop beau. J'ai dit, c'était un rêve, 1-0 au bout de 10 minutes. Puis le but, facile, quoi. Et après, je me suis dit, non, attends un peu. Et puis à 3-0, ça y est, j'ai craqué, je pouvais plus me retenir. J'étais là, je chialais. Mon fils, il me regardait, il fait, papa, je t'ai jamais vu pleurer. Mais alors là, ouais, mais là, c'est de bonheur. C'était la joie, quoi. C'était en plus le fait que Luis Enrique fasse rentrer Mayulu à la fin. Déjà, je me suis dit, ça c'est bien, le faire jouer. Au moins, il va jouer la Coupe d'Europe, la finale. C'est un rêve pour lui. En plus, il marque devant nous. Alors, le délire, quand il marque son but, il est comme ça. On était tous fous. On dit, mais c'est pas possible. Tu peux même Gilbert Montagny peut marquer ce soir. C'était. Tu as fini sur la pelouse ou pas? Non, maintenant, j'étais intermédiaire, moi, au deuxième niveau. D'ailleurs, ceux qui ont, petite parenthèse, parce qu'on me l'a dit lundi, ceux qui sont restés au parc jusqu'au bout, ils ont eu la chance, parce que les joueurs sont rentrés au vestiaire, et après ils sont revenus. Et en fait, il est resté une centaine de supporters qui n'ont pas voulu quitter, et ils ont fini sur la pelouse avec les joueurs. C'était assez sympa, il fallait rester jusqu'à la fin, et tu avais la chance d'être à côté de Luis Enrique, sa famille, etc. C'était assez sympa. Dernière question pour rester avec toi, Giscard. Et ben, il y a cet aboutissement avec ce tatouage. Enfin, depuis le temps que tu m'en parles, ça y est, la Ligue des Champions. Donc c'est ton 7e tatouage, c'est ça? Non, c'est le 9e. 9e. Et il va y avoir un 10e parce que je vais en faire un avec mon fils, Voilà. en commun avec mon fils, on va mettre Munich avec la date. On le voit sur les écrans, effectivement, qui est la fameuse Ligue des Champions. Bah voilà, c'est un peu l'aboutissement. Tu l'as fait le lendemain, c'est ça? Mardi? Alors, je suis rentré le dimanche, on est parti dimanche matin pour arriver au parc, pour voir la fête au parc. Le lundi, c'est fermé, donc le mardi, j'étais au salon de la balle, le mec qui me connaît. Et puis quand j'ai dit, tiens, je fais un rendez-vous pour faire un tatouage, vous avez le modèle? Oui, j'ai le modèle, c'est la Ligue des Champions. Et là, il y a le tatoueur qui sort, qui n'a rien fait. Oh, j'étais sûr que tu allais venir, j'étais sûr. J'en ai 4 aujourd'hui à faire. Ah ouais, c'était la folie. Le mec, il a intérêt à être bon. Tu voulais poser une question? Non, Tu regardes? je le connais, hein. Ouais, bah, je Je le connais, mais c'est bien. Je suis pas tatoué, mais c'est bien. Toi, Eric, tu as vécu la finale complètement différemment. Tu n'étais pas à Munich. Tu étais comme moi. On a un peu eu la même situation. Hein. On a eu Alors, moi, j'ai eu quand Paris s'est qualifié contre Liverpool, là, j'ai regardé le calendrier, j'ai regardé la date de la finale. Et j'ai dit 31 mai, j'ai dit on va avoir un petit problème d'organisation. Parce qu'effectivement, il y avait une grosse soirée chez moi dans le sud-ouest, on était une soixantaine. Et donc, il était très difficile pour moi de m'extraire de la soirée pour pouvoir aller à Munich. J'avais mes places, j'ai pris mes places. J'ai espéré que mes amis me laissent partir. Mais l'amitié était beaucoup plus forte encore que le PSG. C'est des amis plus de 45 ans. Donc, l'amitié et la famille, toi. Parce que la c'était famille, aussi oui, les bien anniversaires sûr. de ton fils, notamment, je crois. Les 20 ans de mon fils, on aurait dû partir avec mon fils à Munich. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, je revends mes places sans faire de business. L'essentiel, c'est que Paris la gagne. Il faut que Paris la gagne. C'était l'essentiel. Donc on a fait une grosse fête dans le sud-ouest. Écran géant, le lendemain de soirée, on était tous devant le match. J'ai sorti tous les maillots que j'avais. Toute la maison était décorée. On a acheté les fumigènes. Le champagne était au frais. On ne l'a sorti qu'au coup de sifflet final. Malgré les demandes à 3 et à 4-0 de sortir le champagne, c'était non. La soirée était très intense, alors avec des émotions différentes en fonction des passions des uns et des autres. Mais moi, j'étais assez tendu toute la journée.
j'étais pas inquiet, j'étais très confiant par rapport au niveau de l'équipe. Par contre, là où il y a toujours des incertitudes, c'est sur les faits de jeu. Et là, avec les Italiens, on sait très bien que ça peut nous arriver. Donc, on a été très vite rassurés. Ils n'ont pas touché le ballon, c'est bon. Oui, mais à 2-0 encore, tu peux te poser la question avec le scénario de la demi-finale d'Inter avec le Barça. Tu peux toujours te poser la question à 3-0, tu te dis c'est bien, mais attendons. Et c'est vrai que quand il a fait rentrer Mayoulou, j'ai dit il manquerait plus que Mayoulou marque et ça serait le pompon de la soirée. Et ça a été le cas. Comme sur le deuxième but, je me souviens très bien que sur le deuxième but, sur l'action de Pacho, je me suis levé quand il a sorti le ballon. Je me suis levé et j'ai crié ça, c'est but derrière. Et c'était but. Mais voilà, c'est pour nous une ambiance en pleine campagne complètement dingue avec des fumigènes de partout. Toute la maison était complètement fumée. Et au village, on m'a dit, on n'avait pas vu ça depuis la Libération ici, donc ça m'a bien fait plaisir. C'est notre Libération. Mais j'ai eu des amis de Bergerac qui étaient là avec les maillots de Paris, les drapeaux. Dans la ville de Bergerac, il y a eu des klaxons, des défilés en voiture et tout. Je crois que la France a beaucoup, beaucoup vibré pour ce PSG. Et moi, je me suis complètement effondré à la fin du match avec mon fils. Voilà, j'atterris toujours pas. Le lendemain, je me suis réveillé, je me suis demandé ce qui s'était passé. Et quand on s'est embrassé avec mon fils, on s'est dit, bah oui, champion d'Europe. J'ai dit, mais non, mais si, mais non, mais si, mais non, mais si. Et c'est un petit peu tous les jours comme ça, quoi. J'en ai les... se réveiller. Voilà, donc là, je me suis commandé la Ligue des Champions en miniature pour l'avoir devant mes yeux parce que il me faut des références pour pouvoir réaliser que 50 ans d'attente, pas 50 ans, parce qu'en 75, on n'espérait pas la Ligue des Champions, mais à partir des années 80, on commençait à se dire, ça serait bien qu'on rentre dans la cour des grands. Là, je crois que le PSG bascule dans une nouvelle ère. Et on voit bien la reconnaissance un petit peu et comment les médias, quel regard ont les médias sur l'équipe du PSG aujourd'hui. Et par rapport aussi à la manière dont ils sont arrivés à gagner cette Ligue des Champions. Il n'y a pas que la finale. Moi, je crois qu'il y a aussi le parcours qui est incroyable. C'est pas gagné au début. Ouais, justement, je voulais revenir avec vous sur cette saison parce que vous les avez suivis tout au long de la saison. On a fait des déplacements ensemble, on y reviendra notamment à Birmingham et à Arsenal, à Londres. Moi, j'avais pas pu faire Liverpool, je crois que toi tu y étais. Non, j'ai pas pu le faire. Ok, bon, aucun de nous trois n'était à Liverpool. On n'avait pas nos places à ce moment-là. Alors, si on se replonge un peu dans la saison, alors on peut pas dire qu'on pensait gagner de cette manière, mais est-ce que vous l'avez senti venir à un moment donné vous vous êtes dit c'est possible, c'est peut-être la bonne saison ou pas du tout? Pas au début, parce que d'habitude, je dis à ma femme tous les ans, quand on joue août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça joue super bien. Et à chaque fois, je dis à ma femme, cette année, elle est pour nous. Puis à chaque fois, janvier, février, mars, on s'écrase. Et là, c'était tout le contraire. C'est-à-dire qu'on perd à Arsenal, on perd à Munich, et ça jouait pas bien. Franchement, ça jouait pas bien, on se faisait chier au parc. C'était pas encore la cohésion. Et c'est la première fois de ma vie que je dis à ma femme, cette année, elle n'est pas pour nous. Ah, tu dis ça, Je dis, oui, si on joue comme on joue là, c'est pas pour nous. Mais même contre le Bayern, on perd 1-0, mais on aurait pu faire match nul. Enfin, sacré match. On peut faire. Déjà, ça peut être un petit déclic. Après, le déclic de City au parc, là, c'est extraordinaire, quoi. Surtout quand on voit le match. On a fait un super match, mais on perd 2-0 au début. Je dis merde, c'est mal barré. Et puis après, on revient à 4-2. Là, depuis ce jour-là, ça y est. Ouais, Eric, est-ce que tu t'es dit à un moment donné dans cette saison, ça peut être la bonne? Alors, moi, j'ai eu un regard complètement différent de beaucoup de personnes. On m'a un petit peu regardé un petit peu bizarrement quand je disais que sur les premiers matchs de Ligue des Champions, même si ça jouait pas très bien, on sentait qu'il y avait une équipe en rodage avec une recherche d'un schéma et d'un schéma de base et d'une compo de base. Donc c'est vrai que ça a été difficile au début. Pour moi, j'ai commencé à croire en cette équipe sur la deuxième mi-temps à Munich. J'ai trouvé que là, en termes de qualité de jeu et au niveau de jeu, par rapport au Bayern de Munich qui était un des favoris, on n'avait rien à leur envier. Je me suis dit, c'est dommage, c'est peut-être pas la bonne année, mais il y a quelque chose derrière. Et puis il y a eu ce match un peu coup près contre City. Et là, je me souviens de l'avoir dit, puis ça fait l'objet d'une autre émission de radio, où j'ai dit, si on passe par la petite porte et qu'on est des survivants, quand tu es un survivant, tu n'as plus peur de rien. Et c'est une autre compétition qui va se dérouler. Il y avait ce fait-là, ce fait qui était important pour moi, et aussi le fait qu'il n'y avait pas du tout de réussite. Et que tu ne peux pas avoir toute une saison sans réussite. Il y a un moment où il y a une bascule. Alors, j'espérais simplement que la bascule n'arrive pas trop tard. Et c'est ce qui s'est passé. La bascule est arrivée avec le match de City.
Et derrière, je pense que l'équipe, elle est sortie un peu en survivante de cette poule, parce que tout le monde les a vus enterrés. Tout le monde parlait de Brest, de Monaco, d'Aston Villa, de Liverpool. Et nous, on était vraiment les losers de cette nouvelle version de la Ligue des Champions. Et quand tu passes par la petite porte et que tu es un survivant, on a l'exemple de l'Euro 92 avec l'équipe du Danemark qui est repêchée parce que la Yougoslavie est exclue, parce qu'il y avait un conflit en Yougoslavie. Donc c'est le Danemark qui est repêché. Et le Danemark arrive les mains dans les poches et gagne l'Euro. Donc il y a ce côté survivant. Et je pense que l'équipe est rentrée dans un autre combat. Et grâce au coach aussi, et on travaille sur la psychologie et sur le mental qu'il faut avoir dans ce genre de match. Et on s'est retrouvé dans un parcours complètement incroyable, à part le barrage contre Brest. Mais après, derrière, ce sont des matchs. Mais si on refait tous les matchs aujourd'hui dans la continuité, on va se rendre compte que c'était un parcours vraiment exceptionnel. Exceptionnel, parce qu'il faut sortir toutes les équipes anglaises. Ça s'est jamais vu en France et je pense que ça s'est jamais vu en Europe. Ça fait forcément écho à... Le parcours est immense et ça fait forcément écho à l'autre victoire française en Ligue des Champions. Je ne sais pas le nom, mais voilà, c'est incomparable. C'est deux époques complètement différentes. C'est vrai qu'à ce moment-là, on met un petit peu les choses dans le contexte. En 93, les Français en Europe, il n'y avait pas grand-chose. Donc Marseille gagne la Coupe d'Europe, c'est vrai, sur une autre formule de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors on va dire que par rapport à aujourd'hui, on peut considérer que c'était beaucoup plus facile à l'époque, mais il fallait quand même la gagner. Une finale, ça se gagne. Ils en ont perdu une avant d'en gagner une autre. Donc c'est complètement différent. Mais là, c'est une nouvelle compétition avec des matchs couperés à chaque fois, qu'un mini-championnat était quand même compliqué parce qu'on se rend bien compte aussi que le calendrier est surchargé. Puis on le voit avec la Coupe du Monde des clubs aujourd'hui, les joueurs sont complètement ratatinés. Donc il fallait tenir physiquement, il fallait tenir mentalement, ce qu'on a réussi à faire. Et puis un paramètre important à Paris, je pense que c'est la première fois, on n'a jamais eu de blessés. Donc il y a eu, tout convergeait dans le bon sens. Donc effectivement, c'est la saison exceptionnelle et je crois que c'était vraiment la saison où il fallait la gagner. Tu parlais de jeu qui n'était pas top. En réalité, c'est surtout l'efficacité qui manquait parce que le jeu, on l'a plutôt souvent eu cette saison, un peu moins le cas l'année dernière, mais cette saison, on l'a un peu plus souvent eu. Restons sur le volet historique, messieurs. Vous avez connu tout de cette histoire du PSG, absolument tout. Les grandes joies, 96, des émotions aussi fortes, mais dans l'autre sens, hein, la remontada, Sochaux 2008. Je ne sais pas si vous aviez même connu les affaires de double billetterie à l'époque, etc. Voilà, on n'est forcément pas objectif parce que c'est encore récent, mais Giscard, est-ce que c'est l'émotion la plus forte que tu aies connue avec le PSG? Ou est-ce qu'il y a déjà eu plus fort avant? Il y a eu, mais c'est différent. La première Coupe de France 92, ça nous permet de battre le grand Saint-Etienne, qui était soi-disant imbattable. On les a battus. Ça nous fait permettre d'abord d'avoir notre premier titre, une Coupe de France. Et en plus, ça nous permet de jouer la Coupe d'Europe l'année suivante. Donc en un match, on a 3, c'est bingo, quoi. Mais après, il y a eu Bucarest au Parc, comment ça s'appelle, Madrid, que tout le monde parle Madrid. Mais niveau émotion, parce que ça, on l'attendait depuis un moment, c'était très fort, quoi. Entre l'avant-match à la fan zone, de retrouver tous les anciens, les gars qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans, 20 ans, se retrouver dans le stade, faire la fête dans le stade, chanter pendant 2 heures, 3 heures. Même à la fin, ça continuait de chanter, même dans la rue, jusqu'au parking, c'était... Après, c'était la délivrance, quoi. Donc ça enlève un poids, parce qu'on avait quand même un poids... Tu disais, ouais, tous les ans, ouais, vous la gagnerez pas, vous la gagnerez pas. Donc au bout d'un moment, tu as envie de la gagner. Et en plus, cette année où il n'y a plus les stars, c'est encore plus fort, quoi. C'est encore plus fort. Quand tu as Mbappé qui te dit, moi, il faut que je parte du PSG pour gagner la Ligue des Champions, ouais, bah, t'es parti, on l'a gagné, quoi. Avec lui, on l'a pas gagné. Après, on espérait tous, je pense, les supporters, que ce scénario-là se joue version Jean-Pierre Papin quand il est parti de Marseille à Milan et qu'on espérait avoir une petite papinade pour Mbappé, avec tout le respect pour lui, pour ce qu'il a fait avec le PSG, mais bon, son départ, on ne va pas remettre ça sur la table, il l'a loupé, sa relation avec les supporters, elle est inexistante aujourd'hui, il n'est pas dans le cœur des supporters du PSG, ça restera un grand joueur, c'est un grand joueur, mais ce n'est pas un joueur qui restera dans le cœur des supporters, c'est beaucoup plus important, tu peux marquer 400 buts si tu n'es pas dans le cœur des supporters, tu n'es pas dans le cœur des supporters. C'est un record, ça va pas. Toi, est-ce que c'est l'émotion la plus forte que tu aies connue? Oui, parce que la victoire en elle-même, c'est une chose, mais je crois que c'est le parcours. Le parcours, c'est un parcours de titans. Ils se sont battus sur tous les matchs. Il n'y a pas eu, à part le barrage de matchs faciles, que ce soit en aller ou en retour, ils se sont sortis les tripes sur tous les matchs. Sur qu'on a fait en déplacement, notamment à Aston Villa, on a souffert aussi avec eux. Donc oui, par rapport à ça, par rapport au parcours, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Et puis c'est vrai, comme dit Eric, on l'attendait, et puis on l'entendait. Moi, ça fait pas 50 ans, mais ça fait 40 ans que j'entends « vous la gagnerez jamais ». Au bout d'un moment,
tous ceux qui nous envoyaient des messages à chaque fois qu'on se faisait éliminer, comme par hasard, ils ont disparu de mon agenda, je ne les vois plus, quoi. Il faut les inviter sur WhatsApp aujourd'hui, ils n'existent plus sur WhatsApp. Donc, ils sont plus là. Donc, oui, c'est vraiment l'émotion la plus forte. Et puis, comme le dit si bien, très bien Eric, c'est vrai qu'avec ce groupe-là, avec ce niveau de jeu-là, ce niveau de jeu et ce que Paris a pu dégager au travers de toutes ces saisons, ça fait l'unanimité en France, il ne faut pas se leurrer, quoi. Il y a toute la France, une grande partie qui est derrière le PSG parce que c'est un club qui a joué, qui est un club qui s'est battu, qui a amené du beau jeu. Il n'y a pas eu d'histoire de vestiaire, il n'y a pas eu d'histoire dans le club, tout a été normal. Donc oui, c'est pour moi la plus grosse émotion, mais elle regroupe toutes les autres grosses émotions qu'on a eues. Elle va fédérer toutes ces émotions-là, quoi. Et pour nous, c'est vraiment magique. Est-ce que vous pensiez ne jamais voir le PSG gagner avec des champions? Bah, nous, on espère depuis des années avec Eric la gagner. On se dit tous les ans, ça va être celle-là, ça va être celle-là. Mais à force, on commençait pas à douter, mais à se dire, j'espère que, comme dirait Thierry Roland, maintenant on peut mourir tranquille. Bah, je me suis dit, merde, je commence à vieillir, je vais avoir 63 ans. Je dis, il faudra peut-être se dépêcher parce que plus tu continues et plus c'est dur, parce qu'après tout le monde t'attend. Donc la gagner là, ouais, franchement. Après, on sait que c'est long, c'est un long parcours. Hein. Je crois que le Barça a mis 90 ans avant d'en gagner une. Donc, c'est quand même une référence, le Barça en Europe. Le Real, c'est un club qui l'a gagné très tôt. Il en a gagné beaucoup très tôt, dans une période où c'était quand même beaucoup plus simple parce qu'ils étaient ultra dominateurs sur l'Europe. Donc, on pouvait aussi s'attendre à ce que ça prenne encore plus de temps. Après, il y a toujours à Paris cette obligation de résultat et dans l'urgence. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on attendait. Moi, je me suis dit aussi comme Eric, j'espère que ce sera avant la fin de ma vie, je puisse voir un peu ce trophée, parce que je le voyais régulièrement sur FIFA quand je jouais. Mais en fait, ce que j'ai vécu la soirée du 31 mai, c'est les images que j'avais sur FIFA, que j'espérais voir un jour dans la réalité. Et là, oui, c'était plus un jeu, là. Finalement, on est content de ne pas l'avoir gagné en 2020, presres. Oui. Les émotions maintenant, ont été... c'est clair. Ouais, c'est clair. Ça aurait été dommage. L'année du Covid. Ouais. En plus, on n'y était pas, donc c'était... Ouais. Venons-en un peu aux sportifs quand même, et cette épopée, on en a un peu parlé du PSG. D'abord, vous avez connu toutes les époques du PSG, les équipes. Est-ce que c'est l'équipe la plus forte que vous ayez eue? Parce qu'on a eu des équipes avec des plus grands joueurs, hein. Neymar, 2020 par exemple, il y avait des plus grands joueurs. Peut-être dans les années 90 aussi, il y a eu des très grands joueurs. Là, c'est vrai que quand on regarde l'équipe en début de saison, sur le papier, il y a des bons joueurs. Il n'y a pas de très bons joueurs, il n'y a aucun très bon joueur. Je pense à part Hakimi peut-être. Voilà. Est-ce qu'au final, c'est l'équipe la plus forte du PSG que vous ayez vue? La plus forte, moi je dirais collectivement, c'est comme il disait Eric tout à l'heure, c'est comme dans le Danemark, même dans les tournois de foot. Quand tu fais un tournoi de foot, tu as une équipe de potes. Généralement, les mecs, c'est l'équipe qui va le plus loin, quoi. Quand tu n'as que des stars, chacun joue pour sa gueule. T'en as qui ne défendent pas, t'en as qui n'attaquent pas. L'autre, tu ne veux pas lui donner la balle parce qu'à l'entraînement, il s'est pris la tête avec l'autre. Là, c'est une équipe de potes, en plus, qui était très, très, très bien gérée par Luis Enrique, ça faut le dire. Parce que ce qu'il fait à Arsenal, en disant à Dembélé, il s'est pris la tête avec lui, t'es arrivé en retard, ils se sont pris la tête. Bah, tu joueras pas. Il faut avoir les couilles de le faire, parce qu'il aurait pu lui dire au championnat, là, à 15 points d'avance, tu joues pas les 2 premiers matchs du championnat, ok. Mais faire ça contre Arsenal, alors qu'on avait besoin de tous les joueurs, et on perd, on se dit, donc il a bien géré les joueurs, et ce qui fait que depuis Dembélé, il marche sur l'eau. Tout le monde est collectif. Dembélé, on faisait 40 dribbles, maintenant on en fait 10, il donne sa balle. Quand on voit le premier but du PSG en finale, Doué, il peut tirer. Hein. Si c'est Mbappé qui a la balle, il tire. Soit elle rentre, soit elle sort, ou le gardien l'enlève. Mais il ne la donne pas à Hakimi en... Voilà. Et tout le monde se bagarre. On voit même Dembélé contre Brest à 7-0, qui revient chercher un ballon dans la surface de réparation, on gagne 7-0. Et ça, il n'y avait pas avant. Chacun avait sa cavale. C'est pressing du début jusqu'à la fin. Maintenant, l'engagement... Avant, tu faisais un engagement de foot, c'était derrière. Tu fais l'engagement, hop, niveau poteau de corner. Et tout de suite, la pression. On l'a vu là même encore, la Coupe du Monde des clubs, ils font la même chose. Pressing, 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 pressing. Après, bon, on n'est pas à l'abri d'avoir un contre, parce que les mecs, s'ils sont en face, ils sont rapides. Mais franchement, on a des bons joueurs à toutes les lignes, quoi. Et toi, Eric, est-ce que c'est l'équipe la plus forte que tu as vue? Oui. Ne serait-ce que par le parcours et les résultats. J'ai quand même une pensée pour l'équipe d'Arthur Georges, qui était une équipe très très forte. Qui était basée sur une défense de fer, hein, mais par contre, elle n'avait pas le mental. Nos amis Ricardo et Alain Roche. Voilà. Mais elle avait pas ce mental-là. Elle n'avait pas cette capacité à se surpasser sur le match du Real de Madrid, c'est vrai. Elle n'avait pas la capacité d'aller au-delà. Elle avait comme une certaine limite. Là, cette équipe est beaucoup plus jeune. C'est une équipe de combattants. Et ce que j'avais dit aussi au mois de décembre, c'est que je trouvais que c'était un peu le profil de l'équipe de l'Ajax de Johan Cruyff des années 70.
C'est-à-dire que dans la tactique d'Enrique et dans le dispositif, en fait, il a un plan de jeu, mais il a tellement de schémas dans son plan de jeu qu'il y a énormément de possibilités. C'est le fait déjà que tous les joueurs peuvent jouer à n'importe quel poste. Et donc, du coup, ils vont se battre les uns pour les autres. On a vu Neves arrière droit, arrière gauche, Zaïre Emery, etc. Au début, on prenait Luis Enrique pour un fou. Mais tout ça, c'est pour créer aussi une cohésion dans l'équipe et que tout le monde se batte les uns pour les autres. Et le résultat, c'est ça. C'est que tout le monde court devant, tout le monde court derrière. Et quand on voit les retours de Gvara sur certains ballons en finale, on peut se poser la question. Mais c'est exactement ce que j'ai vécu, et c'est pas pour rien que mon joueur préféré, c'est Johan Cruyff, avec l'équipe de l'Ajax. L'équipe de l'Ajax, c'était ça, c'était un collectif. Il y avait effectivement des vedettes, mais les vedettes, elles étaient au service du collectif. Et le collectif fonctionnait comme ça. Et là, Luis Enrique a réussi à mettre en place ça. J'ai quand même l'impression, je ne suis pas dans les petits papiers des joueurs, ni dans le vestiaire, mais que tous adhèrent à cette stratégie-là, parce qu'en plus, il y a les résultats. Les joueurs courent beaucoup plus, courent tout le temps. Donc, c'est vraiment l'équipe, pour moi, la plus complète, et celle qui a le plus de perspectives d'avenir aussi, de développement, parce que tous les joueurs sont jeunes. Gagner à 19 ans la Ligue des Champions, marquer à 17 ans, 18 ans, un but en Ligue des Champions, ou un doublé en Ligue des Champions, ça n'arrive pas partout et dans tous les clubs. Donc là, Paris a marqué vraiment d'une pierre blanche et or cette Ligue des Champions. Et dans les esprits européens, des autres clubs européens, je pense que mentalement, et on a pu le voir sur la Coupe du Monde des clubs, là, les autres clubs qui nous rencontrent, ils ont vraiment peur de Paris. Beaucoup de clubs disent on joue comme le PSG. Je crois que c'est Botafogo qui a dit voilà, pour les battre, il faut le poison PSG, il faut courir, etc. Et tu parlais de Luis Enrique, effectivement, on est peu pour un fou. L'un des autres symboles, c'est Fabian Ruiz, hein, dont moi le premier, j'ai critiqué pendant des mois et des mois. Et lui, dès l'année dernière, il disait Fabian Ruiz, maravilla, maravilla, magnifique. Et on a compris pourquoi aujourd'hui. Mais c'est quand même. Alors après, il faut avoir deux regards. Il y a le regard du terrain, où tu te dis, bon, bah, c'est vrai que Fabian Ruiz, sur les premiers matchs, j'ai l'impression que Fabian Ruiz, sa période, elle commence au mois de mars, hein, pour moi. Souvent. Ça fait 2 saisons. Souvent. Et alors, tu peux le voir, tu peux te dire, oui, effectivement, sur le terrain, il est inexistant, il ne sert à rien, etc. Mais après, l'œil du coach, c'est de se dire, est-ce que ce joueur-là a le sens du jeu et le sens du ballon, et est-ce qu'il sent le foot, quoi. Et oui, il a le football dans la tête, dans les pieds, ça se voit. Après, il fallait que ça puisse se traduire. Donc c'est en ça que Luis Enrique est fort, c'est qu'il a, contre vents et marées, gardé de Ruiz pour pouvoir justement lui laisser cette confiance-là, et ça a payé aujourd'hui, quoi. Je vous renvoie d'ailleurs à la minute coach qu'on avait fait avec Yacine sur le rôle de Fabian Ruiz tactiquement, avec les demi-espaces, etc. Pourquoi il est essentiel au jeu du PSG. On revient rapidement au livre Héroïque. Dans ce livre, j'ai eu la chance de présenter tous les héros de ce club un par un. C'était beaucoup d'émotions et voilà, très très sympa à faire. Et j'ai envie qu'on évoque votre héros. S'il y en avait un à ressortir, je vais aussi donner le mien, mais voilà, s'il y avait un héros pour vous de cette épopée européenne, je vais commencer par toi, Giscard. Je crois que tu as choisi un certain Willian Pacho, c'est ça? Pacho, ouais. Attends, pourquoi? Il arrive au PSG, on ne sait pas comment, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas beaucoup, on ne sait pas ce qu'il vaut. En charnière centrale, c'est quand même difficile à ce poste-là, parce que tu déchires, tu arrives tout de suite devant le gardien. On ne savait pas s'il était rapide, on ne savait pas s'il était technique. Est-ce qu'avec Marquinhos, ça va bien se compléter? Et dès le début, tu vois le mec, premier match, deuxième match, troisième match, le mec il enchaîne. On a de la chance quand même, direct qu'on n'a pas eu de blessé, quoi. Il n'a pas eu de blessure ni rien. Et il s'entend super bien avec Marquinhos. On a bien vu quand il y en a un des deux qui n'est pas là, puis que c'est Beraldo. Botafogo, on voit que c'est différent, quoi. Il a le sens du placement, il lâche rien, puis il fait pas des grosses fautes. Kimpembe était bon, mais je trouve qu'il est encore meilleur que Kimpembe. Kimpembe, il fait peur. Quand le mec rentre dans la surface de réparation, soit il a la balle, soit c'est penalty. Que là, on est serein. Tout le monde, toute l'équipe, les joueurs, les supporters, on est serein, on le voit jouer, on dit, il peut rien nous arriver, quoi. On rappelle, il a 23 ans seulement, et c'est sa première saison au PSG. Tu faisais la comparaison avec Kimpembe, et même s'il a encore des failles, Pacho, c'est presque normal, j'ai envie de dire. Il ne connaissait pas l'équipe. Je ne sais pas s'il avait déjà joué un match de Coupe d'Europe. J'ai un doute avec Francfort l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est XXL ses prestations. Je pense notamment son match à Liverpool qui était monstrueux. Un mot sur Pacho, Eric? Pacho, c'est la grosse et bonne surprise, hein. Paris a basculé aussi dans une autre ère. On se rend compte que le recrutement est de plus en plus intéressant et positif. On a eu des années où le recrutement ne servait pas à grand-chose. Et là, on pourrait parler un petit peu du recrutement. Et c'est vrai que quand on va chercher un joueur comme Pacho, personne ne le connaissait. Moi, je ne savais même pas qu'il existait, ce monsieur. Mais je suis très content de l'avoir au club. Son calme. Et il est très présent physiquement sans être
dans une énergie bousculante comme pourrait l'être Kipembe. Et il est très élégant dans sa façon de se placer, puis il est calme. Je trouve que ça, c'est vachement important. Il est très, très calme. Il est très, très calme. Il me rappelle, alors je vais faire l'ancien combattant, il me rappelle quand même un peu Marius Trésor, moi. Dans sa position, dans son calme, avec cette tenue un petit peu haute, et toujours au contact. Et c'est vrai que... Alors, moi, tu m'as demandé aussi, si tu veux que j'enchaîne, quel était... On va y venir, un mot sur Pacho quand même, parce que j'ai regardé rapidement les scores de l'Équateur pendant la trêve. C'est que des 0-0. L'Équateur ne fait que des 0-0, donc je pense qu'il contribue aussi à la solidité de sa sélection. Et... C'est le premier joueur équatorien à gagner une Ligue des Champions, je crois. Oui, c'est possible. Je n'ai pas vérifié, j'avoue. Je me demande si Valencia n'avait pas gagné avec Manchester, mais à vérifier. Et il va être à suivre à la Coupe du Monde, parce qu'ils sont très bien placés, l'Équateur, en Amérique du Sud. Ton héros, toi, c'est un Italien. Oui, alors moi, je voulais te répondre. Mon héros, c'est l'équipe. On aurait pu tous les mettre. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai voulu faire le choix de Donnarumma. Pourquoi? Parce que il a été décrié. Combien de fois j'ai entendu il faut qu'il parte, c'est pas le gardien qu'il faut, il est pas bon, il est pas ceci, il est pas cela. Il était dans une année en plus pas de négociation, mais sans savoir ce qu'il va faire un peu à la rentrée prochaine, est-ce qu'il va prolonger ou pas. Donc c'est extrêmement compliqué. On n'a jamais eu, ou rarement eu à part Navas, de grands gardiens en Ligue des Champions qui ont fait des décisions sur les matchs. Et je pense que le match de Donnarumma, notamment à Liverpool, tu ne gagnes pas la Ligue des Champions si tu n'as pas un gardien. C'est impossible. Donc on a fait la gagner avec Navas, c'est vrai. Mais là avec Donnarumma, je pense qu'il nous a sorti une masterclass. Alors il fait des erreurs, mais bon, tous les joueurs font des erreurs à un moment, sauf qu'un gardien, ça se paye et c'est cash directement. Mais il a fait quelques erreurs peut-être sur des relances, quelque chose comme ça. Mais combien de ballons il nous a sortis, que ce soit Aston Villa, à Liverpool, même en finale, il a 2 ballons à jouer, il les sort contre Arsenal. Pour moi, c'est celui qui avait le plus de pression. Et qui était dans un poste où il y a le plus de pression plus. Parce que si tu fais une faute, ça se traduit directement par un but. Et il a tenu la baraque et de quelle manière pour moi, je pense que c'est... voilà. Sur Donnarumma, tu dis qu'il faisait quelques erreurs. En fait, ce qui lui était beaucoup reproché, je trouve, c'était de ne pas être assez décisif. Au-delà de faire des erreurs, parce qu'il a beaucoup gommé ses erreurs. Alors, après, oui, il a gommé, mais ce qu'on lui reprochait aussi, c'était de ne pas sortir. Il ne sortait pas. Les relances, il a vachement progressé. Alors sur les relances, il a progressé. Maintenant, il sort un peu plus. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu plus, alors bon, c'est pas son dada, on le voit bien. Mais contre les Anglais, tu es obligé de sortir, tu es obligé de mettre le point, tu es obligé de rentrer dans le tas, etc. Si on avait eu Donnarumma l'année dernière, en Ligue des Champions, on ne la gagnait pas. On s'en prenait 2 à Liverpool, on s'en prenait peut-être 1 à Arsenal, et à Aston Villa, on s'en prenait peut-être plus. Parce que le jeu des Anglais fait que c'est du rentre-dedans. Et là, il y a été. Alors, est-ce que c'est le choc à Monaco qui l'a remis non, Est-ce que cette balafre fait de lui le grand rebelle du club? Mais pour moi, je trouve que cette saison-là, elle est... pour un gardien, il faudrait presque revoir les matchs que le match du gardien et se refaire comme ça que les matchs du gardien, et je pense qu'on aurait un autre regard sur lui parce que c'est vraiment un très très grand gardien. Sur Liverpool au parc, on balade Liverpool 37 tirs, le mec en face il fait Alisson, il fait le match du siècle. Il faut avoir un sacré mental. Et là, il a une seule occasion, la main elle est un peu faible, but. Et au retour, mon pote dit, tu verras au match retour, ça va être le contraire. Donnarumma, il va tout nous sortir. Il faut avoir un sacré mental. Quand tu vois le match d'Alisson au parc, tu vas en field, on a tous fait en field, la pression, ça fait beaucoup de bruit avec les tribunes. Et lui, te sortir ça alors que tu as une pression énorme, parce que si tu prends un but, c'est quasiment fini. Le débat à la fin du match aller contre Liverpool, c'était le but, c'est pour Donnarumma. Oui, voilà. Moi, je l'ai entendu partout. Ils se sont jetés sur ça. Alors, effectivement, Mendes se relâche aussi à ce moment-là, mais l'équipe prend un but, point. Mais derrière, effectivement, comme tu dis, Clément, c'est même plus que du mental. Je ne sais pas où il a été cherché. Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas. On connaît tous les stades anglais et puis surtout le Liverpool qui était en tête de cette phase aller de cette nouvelle version de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions. Je sais pas où il a été chercher ça. Je ne sais pas. Et avant de vous donner mon héros, quand même, rappelez qu'il a 26 ans seulement. C'est jeune pour un gardien. 26 ans et qu'à l'heure où se pose la question de sa prolongation, de son remplacement, je pense que, à titre personnel, ce serait une énorme erreur de s'en séparer maintenant, alors qu'il est en vitesse croisière, qu'il peut encore progresser. Il est champion d'Europe avec le PSG. Là, ce serait... autant on a dit à plusieurs reprises, il faut savoir dire au revoir au bon moment et tout. Là, pour moi, c'est pas du tout le bon moment pour dire au revoir à Donnarumma. On a lu ce matin que Safonov se plaignait de son statut. Non, mais... Donc, à mon avis, ça veut dire que il est au courant que Donnarumma va rester. Voilà, c'est pour ça. Je vais vous parler de mon héros, moi, qui n'est autre qu'Achraf Hakimi, qui est pour moi
je pense être assez objectif, l'homme de la saison du PSG. On peut aussi parler de Dembélé, etc. Mais Dembélé s'est surtout réveillé à partir de décembre. Hakimi, il a porté l'équipe quand l'équipe était mauvaise en début de saison, ou moins bonne, il était toujours là. Il a marqué en quart de finale, en demi-finale, en finale. Il est latéral. Hein. Ouais. Enfin, il est latéral, on ne sait plus trop parce qu'il joue numéro 9, il joue au milieu de terrain, il est partout. Il est clairement pour moi dans la discussion aujourd'hui au Ballon d'Or, même si j'aime pas ce débat. Et voilà, je crois qu'il y a peu de joueurs qui ont marqué à chaque tour. Il y a Ronaldo, Messi, Diego Milito. Enfin, il y a 4 ou 5 joueurs qui ont marqué seulement qui ont marqué en quart, en demi. Et là, on parle que d'attaquants. Hakimi est défenseur. Hakimi avait la possibilité de partir dans un autre grand club. Le Real de Madrid le voulait avec Mbappé. Mbappé, oui, il voulait faire un coup de bout. Je pense qu'Mbappé, où ils sont très proches, a fait le forcing, mais a poussé un petit peu Hakimi. Hakimi a résisté à ça, en disant non, moi je veux rester à Paris. J'aimerais bien marquer l'histoire avec le PSG. Et voilà, donc c'est aussi, comme pour Marquinhos, hein, qui a tout vécu, c'est une juste récompense pour eux. Et puis c'est vrai que la saison d'Hakimi, elle est aussi stratosphérique, quoi. Voilà, il commence à le payer un petit peu aujourd'hui aux États-Unis. On le sent. Ouais. On le sent, il a plus la même énergie, ce qui est marqué normal. lors de la dernière journée de phase de poule. Voilà, c'est vraiment, je crois qu'il a joué quasiment tous les matchs, pas de blessure. Attention quand même, la CAN arrive, la Coupe du Monde arrive. Voilà. Lui, comme pour Dembélé, il faut s'attendre à ce qu'il ne fasse pas 2 fois la même saison. C'est ce qui serait assez normal, voilà, compte tenu des efforts consentis. Mais on sait que Hakimi ne fera peut-être pas la même saison, Dembélé fera peut-être pas la même saison, mais d'autres feront pas la même saison non plus. Les jeunes ne feront pas la même saison. C'est-à-dire qu'un Mayoulou, un Doué, un Gvara qui... Ouais. Bien sûr, il a fait des matchs extraordinaires. Oui, mais il est à quoi? Il est peut-être à 50% de ce qu'il peut amener, Gvara. L'année prochaine, c'est eux qui vont pousser l'équipe aussi. Qui est arrivé il y a 1 an seulement, quand on voit son niveau. Je pense que... Cette année, on gagne avec des champions, tant mieux pour nous. Mais c'est une équipe qui était faite pendant 2-3 ans. C'était une équipe en devenir. On reconstruisait une fois que les stars étaient partis. Et résultat, tout le monde ne nous attendait pas là. Et puis, mais c'est ce qu'a dit Marc, je ne sais pas si vous avez vu Marquinhos, qu'il a dit aux jeunes aux États-Unis. Il leur a dit, mais maintenant les gars, on fait quoi? Vous l'avez pas vu ce passage? Il leur a dit, on fait quoi? On va au bout. Vous avez gagné la Ligue des Champions, vous avez gagné tous les titres en France, etc. Ligue des Champions. Vous voulez vous arrêter là ou vous voulez continuer? Parce que si vous voulez continuer, il va falloir bosser, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était exactement ça, c'était de les remettre dans le droit chemin, même s'ils ne sont pas sortis du chemin. C'est-à-dire que bon, ok, on a gagné la Ligue des Champions, mais bon, il faut continuer maintenant. Vous avez 19 ans, la carrière, elle peut être longue et intéressante et riche, mais il faut se battre, il faut continuer à travailler. Et après, en championnat, tu peux faire tourner, tu as l'effectif pour. Mais j'ai trouvé intéressant cette prise de parole comme ça de Marquinhos avec le groupe, à ce moment-là où il sortait d'une saison, je vais presque dire unique, mais bon, j'espère qu'ils en feront d'autres comme ça, mais il faut les faire. Mais j'ai trouvé ça vraiment important d'avoir ce discours-là, et ça montre bien aussi qu'il faut garder Marquinhos pour moi, même s'il ne faut pas le faire jouer sur tous les matchs. Il faut garder Marquinhos dans l'équipe parce que c'est quand même la colonne vertébrale de l'équipe aussi avec Donnarumma, avec Hakimi. C'est des joueurs, c'est des piliers. Il faut s'appuyer sur ces piliers-là, même si on ne les fait pas jouer tout le temps. Leur importance dans le vestiaire, et ça, Luis Enrique sait très bien le gérer, et Marquinhos est suffisamment intelligent pour pouvoir accepter tout ça. Voilà, je voulais aussi demander votre rencontre de la saison. Toutes les rencontres sont évoquées et retracées dans ce livre. Voilà, c'est quoi pour vous la plus grande rencontre ou la rencontre charnière de la saison? Giscard, toi tu m'as parlé de PSG Manchester City avant dernière journée de phase de poule. T'étais au parc, c'est ça? J'étais au parc, ouais. Et c'était sous la pluie torrentielle. Et ça correspondait avec mes 50 ans de Parc des Princes. Donc je me suis dit, ils vont me faire un beau cadeau, on va gagner tranquille. Et là, 0-1. Je suis bon, c'est pas grave. En plus, on dominait. Hein. Ils ont marqué 2 buts sur voilà, deuxième but. Je dis, il y a mon pote qui était avec son gamin, et le gamin pleurait. J'ai dit, mais non, on pleure pas. Son père lui dit, pleure pas, on va marquer, on va égaliser, on va gagner. Ce match-là, ça va être la référence. Et il a eu raison, quoi. Et c'est vrai qu'il fallait marquer rapidement, quoi. Et 2-0, au bout de 5-10 minutes, on fait 2-1. Et là, j'ai commencé à y croire. J'ai dit 2-1 à 2-0, je commence à me dire, merde, ça y est, on revit les années qu'on a vécues avant, c'est pas encore pour cette année. Et après 2-2, 3-2, 4-2, c'était. Après maintenant j'ai dit on peut aller au bout. Paris a joué en rouleau compresseur sur ce match. Honnêtement, à 2-0, par ton collègue. Non, mais moi aussi. Toi aussi, tu croyais? Alors, non, on est à 2-0, et je dis à mes potes au parc, je dis, si on marque dans les 2-3 minutes, le match est plié, on le gagne. Ils y croyaient pas, ils étaient tous effondrés. Et effectivement, on marque, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, qu'on marque, et derrière les choses s'enchaînent. Et c'est un tsunami pour nous au parc. La façon dont le déroulé du match, la pluie, le contexte, City, enfin tout ce qu'on veut, il marque contre le cours du jeu. Effectivement, ce match-là est un match
clé dans la saison du PSG. Donc, comme Eric voulait en parler. Tu vois bien les supporters adverses qui viennent au parc maintenant, en Coupe d'Europe, à la fin du match, ils applaudissent le PSG. Quoi. Ouais. Et quand tu vois c'est impressionnant. Quoi. Non, c'est folle. Eric, toi, tu as voulu me parler d'un match, j'étais assez surpris, de Aston Villa PSG. Une défaite parisienne, mais synonyme de qualification en demi-finale malgré tout. Voilà, on voit la joie à la fin du match, joie de Doué et de Marquinhos qui était une joie qui était assez contenue quand même, parce qu'après on a eu peur. J'ai voulu retenir ce match-là pour déjà, on y était, on a souffert dans une ambiance, une vraie ambiance de foot, dans un vrai stade de foot, une ville de football. J'aime bien, je ne veux pas dire à l'ancienne, mais dans la tradition. Et ça fait du bien de voir du football comme ça, avec un public qui a poussé. Et pourquoi j'ai voulu retenir ce match? Parce que ce match a été terrible pour Paris. Et ce match aurait pu changer, pour moi, la face du club et la carrière de tous ces joueurs. Parce que si Aston Villa reviennent, le syndrome remontada se remet sur la table et tu peux briser la carrière de beaucoup de jeunes aussi. Encore une fois, parce qu'on gagne 3 en parc, on mène 2-0 facilement, on fait une première mi-temps où on roule tranquillement. Et à 5-1, on arrive à se faire remonter. Et on a à deux doigts de pouvoir se retrouver en prolongation. Et on sait que les choses peuvent aller vite dans ce sens. Et ça a été très vite. Hein. Moi, quand on l'a vécu au stade, ça a été, pour moi, j'ai trouvé que c'était invivable, quoi, cette remontée-là. On a beaucoup souffert. Et donc, du coup, pour moi, c'est un match charnière parce que déjà, ça te permet de te qualifier. Mais c'est un match charnière pour l'avenir de ces jeunes-là, quoi. Et je vais rendre quand même hommage à mon fils qui m'a dit au téléphone en me disant « Papa, si on avait perdu ce match-là, qu'il y avait une remontada, t'en as beaucoup, leur carrière était terminée. Quoi. Mentalement, psychologiquement, on n'aurait pas pu les repêcher. » Donc c'est pour ça que je voulais garder ce match-là un peu en référence, parce qu'en plus, c'était l'équipe qui était, sur le papier, je ne vais pas dire la plus faible, entre Liverpool et Arsenal. C'était l'équipe qui était quand même un petit peu la plus faible, même si elle avait fait un beau parcours en début de Ligue des Champions. On est facile et on a failli se faire éliminer aussi. Et c'est pour ça que Dembélé à la sortie n'est pas content. Quoi. Je sais que tu avais choisi ce match pour le karaoké qu'on a fait après le match. Je voulais pas en parler, je voulais que ça reste entre nous. Effectivement. Non, mais c'était, en tout cas, ce qu'il faut dire et redire à nouveau, c'est que les déplacements en Angleterre, c'est vraiment un bonheur. Ouais. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va se foutre sur la tronche avec les supporters adverses. Et au contraire, on a eu des rencontres avec les supporters sur Aston Villa, Arsenal. Moi, j'ai pas eu la chance de faire Liverpool, mais je pense et je suis quasi sûr que c'est exactement la même chose. Et c'est vraiment un bonheur d'aller voir du football en Angleterre. Alors bon, en plus, quand tu gagnes, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment un bonheur parce que c'est vraiment la terre de foot. Et voilà, gagner la Ligue des Champions en ayant éliminé tous les clubs anglais, bah voilà, ça reste pour moi. On est aussi champion d'Angleterre, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que tu as un peu évoqué quand même, ça aurait pu basculer. Ça donne un peu le vertige quand on repense à cette rencontre, même à la finale, si on avait perdu la finale. En fait, quand on voit comment on est heureux aujourd'hui, ça aurait pu être complètement différent. C'est la magie du foot quelque part, mais. On serait peut-être pas là. Et on serait peut-être en dépression depuis un mois. Enfin, c'est assez dingue. Après, tu te dis toujours, tu veux pas la perdre, mais tu dis, ça dépend comment tu la perds. Si on avait été, alors j'ose pas imaginer une seule seconde, de toute façon ça s'est pas passé, si on avait été à la place de l'Inter aujourd'hui, tu te prends une valise. Tu as été mauvais, mais perdre une finale sur un fait de jeu, sur un truc, avec les matchs qu'on a connus avec le Real ou le Barça, voilà, moi ça m'aurait rendu complètement dingue. Donc voilà, bon, c'est pas ce qui s'est passé et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, on peut encore lire aujourd'hui les réactions des joueurs de l'Inter. Il y a Sommer, le gardien, qui en parle, et il dit mais je ne sais pas si on va arriver à se remettre de cette finale. Lautaro Martinez, ils sont sous la cloche là. Moi, j'ai voulu vous parler de Liverpool PSG, le match retour. J'étais pas au stade, mais je trouve l'exploit complètement dingue. Bon, déjà, il y a une forme de justice parce que tu avais écrasé Liverpool à l'aller et tu perds. Et puis tout dans ce match était dingue, l'ouverture assez vite, la résistance en deuxième mi-temps quand Liverpool poussait, la prolongation complètement maîtrisée, incarnée je trouve par Vitinha qui a su garder le ballon quand il fallait en prolongation et qui était monstrueux. Et puis le symbole gagné au péno à Anfield, enfin, c'est un match dans l'histoire quoi, du club. Et Désiré Doué qui marque, et Donnarumma la séance de péno. Et tout simplement le fait de gagner à Anfield déjà c'est énorme. En huitième c'est encore plus énorme. Et au péno c'est encore plus dingue. J'ai trouvé, je pense que c'est vraiment je pense que c'est après ce match-là que les gars se sont dit, on peut le faire. Moi, j'ai des supporters, je connais, qui m'ont dit après ce match,
C'était un peu ambitieux et qu'ils m'ont dit bloquer le 31 mai. Ouais. Bloquer le 31 mai parce que là tu te dis bon en fait tu fais ça. On rappelle quand même, parce qu'on a oublié, c'était de loin la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là, Liverpool. Ils écrasaient tout en Angleterre, voilà, c'était monstrueux. Et quand tu fais ça, tu te dis, bon, et puis les émotions, moi j'étais devant ma télé, mais c'est complètement dingue. Donc, ouais, c'est irrespirable. C'est invivable. Dans la télé, c'est invivable. Moi je vis très mal ces matchs, en plus je parle à personne, c'est assez stressant. Tu joues en Coupe d'Europe, pour la gagner, il faut que tu sois bon, il faut que tu aies de la réussite, il ne faut pas que tu aies l'arbitre contre toi. Et là, cette année, on en a eu 3, parce que quand tu vois le penalty de Vitinha contre Liverpool, il est super mal tiré. Hein. L'autre, il lui passe sous le bras. Et là, il l'arrête, ça change tout. On n'est pas là. Hein. Bon, c'est un débat. Mais il donne pas d'indication. Comme quoi, il nous faut la réussite. Arsenal, Dembélé qui tape, elle tape elle tape le poteau. Avant, elle aurait tapé le poteau comme Dortmund, elle sortait. Là, on a eu la réussite d'un champion. Par contre, on a souvent dit on n'avait pas la réussite par rapport au tirage. Pour les autres Ligues des Champions. Là, on l'a pas eu du tout, mais ça ne nous a pas empêché. Cette histoire de tirage, il faut arrêter avec ça. Maintenant, si tu veux gagner, il faut battre tout le monde et point à la ligne. C'est vrai que là, on a eu vraiment tous les astres étaient dans le même sens. Et j'aimerais bien avoir le nom de celui qui a écrit le scénario de cette Ligue des Champions. Parce que je vois. Effectivement. Rapidement, on l'a un peu évoqué, mais s'il y a un déplacement, parce qu'on a tous les trois fait les déplacements, mais un déplacement qui vous a le plus marqué, je pense connaître ta réponse, Giscard, mais j'aime bien Munich. Ouais, il y a Munich parce que c'est la finale, tout ça. Ah, t'en as fait aussi en phase de poule, tu me diras. Ouais, mais celui qu'on a fait ensemble, enfin, on s'est retrouvés là-bas à Aston Villa, à Birmingham, c'était indescriptible. C'est ça qui était incroyable. Le stade là-bas, comme on dit. On était avec les joueurs, les supporters adverses qui attendaient le bus de leurs joueurs avec leur fumigène. Oui, on était avec les maillots de PSG, les mecs qui nous tapaient dans les mains, super ambiance. Puis à la fin du match, on s'est tous retrouvés dans un café anglais, quoi. Et en fin de compte, il y avait, sur 100 personnes, il y avait 98 Parisiens, quoi. Karaoké, on avait monopolisé la salle, on chantait. Le mec a fallu qu'il nous vire parce qu'il fermait. On voulait même pas aller se coucher, quoi. On était. C'est vrai que c'était génial. J'ai même vu des gens qui n'avaient jamais bu d'alcool de leur vie en boire. Bisous Sébastien. Mais ouais, effectivement, c'était assez sympa. On n'a pas la photo de Sébastien. Non, on n'a pas la photo de Sébastien. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais on n'a pas vu la photo. Un déplacement, toi? Moi, j'en ai fait un petit peu moins qu'Eric, mais pour tout ce que j'ai expliqué avant, Aston Villa restera quand même. Voilà, c'est l'image qu'on a envie d'avoir et voir du football, c'est-à-dire le stade dans la ville, le stade à l'ancienne, le public présent. L'ambiance, les bars autour, les supporters qui chambrent un peu et qui poussent. La pluie. Donc, pour moi, Aston Villa. Et franchement, il faut pousser, recommander aux uns et aux autres à aller voir aussi les matchs en Angleterre, dans ces villes-là. Arsenal, c'est très bien, mais c'est un peu comme le Parc des Princes. C'est maintenant des grosses structures. Mais dans les petits clubs comme ça, il y a un petit club, c'est pas un petit club. Mais il faut aller voir ces matchs-là parce que vraiment, ça respire le foot, quoi. Pour moi, c'est ça le foot, quoi. Voilà, c'est vraiment ce déplacement-là. Puis c'est vrai qu'on était ensemble, on a profité de ces moments-là. Le résultat, c'est super. Personne ne nous les volera. Ouais, exactement. Et ça, on peut mourir tranquille, le plus tard possible, comme disait Thierry Roland. Exactement. Allez, pour être un peu, pour dire un peu une chose différente de vous, je vais dire Arsenal pour deux raisons. Parce que c'était un soir de printemps, il faisait super beau. Il faisait très chaud. On a passé une super journée dans Londres, on s'est posé dans des parcs, on a bu des coups, enfin c'est très cool. On a même dans des bars avec des supporters anglais. Ouais, c'était super sympa. Et parce qu'à titre personnel, j'ai brisé ma malédiction. C'était ma première victoire en déplacement avec le PSG. Ah, tu vois, après 10 défaites, j'étais partout moi. City, Dortmund, tu t'es dit si là on perd, je reviens plus. Non, mais franchement, j'ai fait tous les déplacements quasiment, enfin pas tous, mais on a fait une dizaine ces 4 dernières saisons et que des défaites, quoi, tout le temps, systématique. Et là, quand on gagne à la fin, je dis ça y est, enfin une victoire. En plus, En 2025, j'ai commencé à porter le maillot, le bleu, Ligue des Champions. Je ne l'ai pas lavé jusqu'au 31 mai. J'ai fait le déplacement avec, je vous le dis maintenant, parce que c'est quand même... À Aston Villa, j'avais ce maillot-là qui n'était pas lavé. À Arsenal, il n'était toujours pas lavé. Et le soir de la finale, il n'était toujours pas lavé. C'est pour ça que je vais revenir sur la finale. Le fait qu'ils aient joué avec le maillot bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. Oui. C'est magnifique. Oui, tu gagnes ta première Ligue des Champions avec les vraies couleurs. Bah oui, mais tout était là. Le maillot qui rentre, qui marque. Tout était fait pour... On a même eu la réussite, on parlera de réussite tout à l'heure, en domicile. Cette finale. Parce que sinon, on aurait joué en blanc. On aurait joué en blanc. Et d'ailleurs, le maillot de l'Inter était vraiment moche en jaune. Là,
J'ai compris qu'ils n'avaient pas un maillot. Oui, je pense qu'ils se sont loupés. Ils se sont loupés surtout. Sur beaucoup de choses. Hein. Le coach qui décide de partir juste avant avant la finale, l'embrouille avec les places, l'ambiance dans le club. Il y a quelques histoires apparemment autour du club aussi. Donc bon, c'est vrai que c'était pas pour eux la meilleure façon de préparer une finale. Leur perdre du titre, Leur perdre du titre. Enfin bon, il y a eu beaucoup. Ça n'excuse en rien. Une finale, ça se joue, ça se gagne. Il faut la jouer, il faut la gagner. Ils l'ont pas joué, ils l'ont perdu, on l'a joué, on l'a gagné. Il n'y a rien à dire. Dernière question, messieurs, et dernière thématique que je voulais évoquer, c'est et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on gère l'après victoire en Ligue des Champions? Il faudrait demander à des clubs comme Manchester, le Real, qui en ont gagné plein, ceux qui étaient là pour la première de leur club. Mais pour des supporters comme vous, qui êtes au parc depuis les années 70, qu'est-ce que ça a changé maintenant, Giscard, dans ton approche du foot, dans ton approche du PSG? Déjà, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu gardes toujours la même passion, la même détermination, la même motivation à aller au parc? Ou tu te dis, ça y est, maintenant, on relâche un peu, c'est fini? Non. Après ça, on ne peut pas lâcher, c'est encore pire. Les vrais supporters, ils ne lâcheront jamais. Non, on aurait lâché depuis longtemps. Ça me rappelle quand j'étais gamin, que j'avais le maillot de PSG dans la rue, tout le monde me chambrait, tout juste ne me faisait pas insulter. Et pour avoir un maillot de PSG sur les épaules dans les années 80, c'était un exploit. Il fallait un peu de kamikaze. Maintenant, tous les coins de rue, même les mecs qui ne parlent même pas français, que des étrangers, des Anglais, des Espagnols, machin, ils ont tous le maillot de PSG dans la rue. Donc déjà, c'est exceptionnel. Et le fait qu'on ait vécu tout ce qu'on a vécu, on m'avait dit, tu verras, avec le temps, tu es jeune, tu as 14 ans, quand tu arriveras à 30 ans, tu seras casé, marié, la passion va retomber. Ah ben non, je vais avoir 63 et c'est encore pire qu'avant, quoi. C'est-à-dire que même un match amical, là, je me suis levé à 3h du matin pour voir Botafogo, quoi. Alors après, c'est vrai que je me suis mis à 3h du matin pour voir Botafogo, alors que même si on perdait, il y avait encore le dernier match, je veux dire, on a perdu. Et je voulais voir ce match-là, quoi. Mais ma femme me dit, mais c'est quand même un match amical. Tu as dit que la Coupe du Monde des clubs, tu t'en fous. Ouais, on s'en fout parce que voilà, mais maintenant quand on a gagné, si on peut aller au bout, ça fait encore un titre et encore, et on est de plus en plus gourmand. Mais justement, maintenant, tout le monde va nous attendre en Coupe d'Europe. Tous les tirages, tous les gens vont nous attendre. Est-ce qu'ils vont tous se mettre derrière? Est-ce qu'ils vont jouer pareil? Est-ce que nous, on va être aussi motivés? J'espère que ça va pas retomber. Il faut jouer comme si on l'avait pas gagné, en fin de compte. Mais ça, c'est pas évident, quoi. Faut pas que ça tourne la tête des joueurs. Il faut qu'on continue à jouer comme on jouait là. Mais c'est dur. On a un statut à défendre. C'est super important si on veut continuer sur cette lignée-là et suivre la trace des Bayern de Munich, des Manchester, des Real ou des Barça. C'est juste un petit paragraphe d'un grand chapitre de l'histoire du club. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Puis de toute façon, on ne s'arrêtera pas puisqu'on a toujours été là. Donc on dit qu'on est les plus fidèles puisque si au bout de 50 ans, tu es toujours supporter du club, c'est que tu es vraiment fidèle. Donc je pense qu'on est vraiment des fidèles par rapport à ça. Et il faut surtout dire aux jeunes aussi, attention, dans les moments les plus difficiles, il ne va pas falloir lâcher, quoi. Parce que je me suis levé aussi à 3h du matin pour voir le match contre Botafogo. Bon, je travaillais à 6h, donc je n'ai pas dormi de la nuit. Je regardais en parallèle sur les réseaux sociaux ce qui se disait, et tu avais déjà des commentaires. Ah, on s'est levé pour ça, les mecs, vous foutez de notre gueule, etc. Donc ça, on ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas être supporter et puis balancer ça. C'est pas possible. Tu peux être déçu d'un résultat, mais tu pousses ton équipe, tu as confiance en ton équipe et tu donnes toutes les armes à ton équipe pour aller au bout. Et il ne faut pas lâcher, les gars. Voilà, aujourd'hui, il faut continuer. On a encore un titre à défendre. On a plein de titres à défendre. Et puis, il faut continuer de les gagner et remplir les armoires pour qu'on puisse avoir un jour un vrai musée du PSG. C'est la différence entre les anciens et les supporters. Les nouveaux, ceux qui ont tout connu, ils sont nés dans des champions de France, on gagne la Coupe de France, on arrive en quart de finale, demi-finale, finale, on gagne la finale. Pour eux, c'est normal. Et nous, tout ce qu'on a vécu... Pour nous, c'est pour ça que nous, il y aura encore des moments difficiles, hein, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu, du sport. Qu'est-ce que vous dites justement? Il y a quand même des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans. Ils ont même plus jeunes, on va dire 12, 13, 14 ans. Ils ont commencé à regarder le foot, Paris champion d'Europe. Ah ouais, que nous, non. Nous, on l'a eu avant d'avoir le caviar. Qu'est-ce que vous leur dites avant d'avoir le caviar? À part, vous êtes des chanceux. Non, ouais. Surtout, venez parler avec nous. Oui. Venez parler avec nous parce que c'est intéressant. C'est intéressant de croiser aussi les expériences. Quand tu as 17 ans, moi, alors je le vis, Eric, je pense aussi avec son fils. Moi, je le vis avec mon fils. Mon fils, pendant un moment, il m'a dit ouais, il me saoule. Tout. Je disais tu supportes ou tu ne supportes pas. C'est ton club ou c'est pas ton club. Donc, si c'est ton club, tu assumes tout quoi, derrière. Et puis c'est comme ça. On gagne, on perd, mais on continue, on avance. Donc ça serait bien qu'on puisse discuter aussi avec cette génération-là parce que c'est intéressant. Après, on est dans une société où tout doit se faire rapidement. Si tu ne gagnes pas, c'est pas bien. Si tu perds, c'est pas bien. Tout doit être dans l'instant. Nous, on n'est pas dans cette culture de l'instant. Même si on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas dans cette culture de l'instant. Il faut être patient et accepter. C'est du sport. Et le sport, avant tout, c'est un jeu. Je crois que le PSG, je ne sais pas si on peut le dire, hein, si on peut en parler, le PSG a un geste assez classe avec vous par rapport aux abonnements.
On a le droit d'en parler ou pas, ou c'est trop tôt? Non, On peut le dire. non, j'avais reçu un mail du PSG oui, pour savoir si on pouvait faire profiter d'un abonnement. Bien sûr, tu le payes, mais pour être avec quelqu'un de ta famille, un ami, ton fils, n'importe qui. Alors, pendant un moment, on avait quand même des réductions en tant qu'ancien sur les abonnements. Ça a été effacé complètement avec l'arrivée du Qatar. Ça nous a fait un petit peu mal, hein, c'est vrai, parce que on avait 30%. Alors, la boutique, on est 30%. c'est la question des 30%, mais c'est surtout la manière dont ça a été fait. Du genre, on ne vous calcule pas. Ce qui était un petit peu l'esprit des Qataris quand ils sont arrivés, et de QSI quand ils sont arrivés à Paris. Ça a beaucoup changé. Et là, on nous a proposé, effectivement, d'avoir un abonnement supplémentaire. Ça a fait l'objet d'échanges quand on a été reçu au campus avec le directeur général. Et c'était une des questions. Ils misent énormément et ils veulent énormément miser sur la transmission de la passion dans les familles, avec les enfants, les garçons et filles. Et donc, du coup, je pense qu'en nous proposant ça, c'était aussi essayer de faire rentrer un des membres de la famille dans le club PSG. Et donc, je trouvais ça très classe. Vous êtes 80 abonnés historiques. On attend maintenant la validation, mais déjà le geste en lui-même, cette proposition-là, parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnements qui vont être mis en vente. Alors, encore plus avec cette victoire en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Donc, oui, on remercie le club pour tout le retard qui est récupéré aujourd'hui et de quelle manière, quoi. Effectivement, héroïque, qui retrace l'aventure du PSG en Coupe d'Europe. Vous êtes aussi des héros, hein, vous faites partie de cette aventure, de cette grande histoire du PSG. Messieurs, j'ai 2 livres, je vais vous en offrir un chacun. Voilà. Merci. Ça, vous repartirez, Ça va falloir faire la dédicace. vous repartirez avec. Voilà, c'est cadeau. Il est disponible Merci. évidemment partout pour ceux qui l'ont pas. Je fais mon instant autopromo, m'en voulez pas, mais voilà, vous pouvez vous le procurer un peu partout sur la Fnac, sur Internet, dans les librairies, dans les Fnac pour avoir ce petit objet. Normalement, alors le soir avant de dormir, il faut aller le caresser dans la bibliothèque, lui faire un petit bisou. Alors, par contre, il va y avoir un petit problème, hein, parce que moi, cet été, j'en avais un à lire en priorité, c'était celui d'Eric. Ah, bah, lisez les deux. Je vais lire les deux. Facilement. Voilà. Voilà. J'ai- Dans l'ordre que je- tu veux. Moi, je me suis dit surtout, pour le lire, je veux le temps. Et là, j'ai le temps, j'ai l'esprit, je vais tout avoir, tu vois. Et alors là, c'est parfait. J'ai toute l'histoire, là. En 2 livres, je vais avoir toute l'histoire. Plus Je vais en faire de la pub. les livres sur l'histoire du PSG que... Merci à tous les deux d'être venus parler de cette finale et de cette épopée européenne. Voilà, j'ai envie de finir par une citation de Francis Borelli, qu'on connaît tous et qui fait l'objet d'un chant aujourd'hui. Qu'importe, on pourra même me traiter de fou, il n'y a rien de ces couleurs parisiennes qui illuminent mon cœur. Je pense qu'elle a bien caractérisé cette saison et cette épopée magnifique du PSG. Merci à tous nos abonnés, à nos membres qui nous suivent sur la chaîne YouTube et on se dit à très bientôt sur la chaîne de Paris United. Ciao. Merci. Merci encore.